vous êtes ici aujourd'hui à Neuchâtel pour une conversation au sujet de l'intégration des Beaux-Arts. Cette conversation se fonde sur l'idée qu'une intégration réussie en Suisse s'est faite par plusieurs moyens. Notre intérêt aujourd'hui est vraiment d'écouter les voix de ceux et celles qui s'engagent pour une intégration réussie en Suisse. Donc aujourd'hui, avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Tamana Nebzada. Elle est étudiante en droit. Elle vient de Kaboul. Elle est arrivée en Suisse en août 2021, tout de suite après la prise de pouvoir des talibans. Bienvenue Tamana et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Après, j'ai Monsieur Grégory Jacquet, qui est chef du service de la cohésion multiculturelle et délégué aux étrangères et aux étrangers pour le canton de Neuchâtel. Bonjour, Monsieur Jacquet, et bienvenue. Merci d'être là. Et Karine Takela, qui est responsable d'une équipe de 5 personnes au CSP et depuis 13 ans conseillère en insertion. Donc, elle accompagne des personnes issues de l'asile dans leur parcours professionnel et de formation. Merci d'être là. Bonjour. Pour commencer, briser un petit peu la glace, si jamais, j'ai une première question à poser. On va faire un petit tour. Donc, on commence par Tamana, si ça va pour toi. Première question, qu'est-ce que tu considères, qu'est-ce que tu penses, c'est l'intégration? L'intégration, c'est un processus par lequel une personne ou un groupe de personnes va trouver sa place dans un nouvel environnement. Dans une autre définition, c'est s'adapter dans un nouvel environnement, dans une nouvelle place. Ça peut être s'adapter en culture, dans le parti social, dans le domaine de travail et partout. S'adapter, trouver sa place dans une nouvelle place qu'elle a choisi de vivre ou elle était obligée de vivre. C'est ça, dans un nouvel environnement, c'est ça pour moi l'intégration. Donc, un processus d'adaptation. L'adaptation, un processus de trouver sa place dans un nouvel environnement qu'elle habite, qu'elle a choisi de vivre. Merci. Monsieur Jacquet? D'accord avec ce que Tamala a dit et j'ajouterais que le terme d'intégration, c'est un des pièges sémantiques qu'on a quand on travaille dans l'accueil des personnes qui viennent d'ailleurs ou la cohésion sociale d'une collectivité existante comme le canton de Neuchâtel. Cette définition qui va pour une personne qui change de lieu de domicile et qui cherche à s'adapter à son nouvel environnement, elle va un peu moins pour la société existante, parce que intégration, ça signifie qu'il existe une société qui pourrait être définie, qui aurait des caractéristiques uniques et puis harmonieuses, et que les personnes qui arriveraient d'ailleurs devraient s'y conformer. Or, c'est évidemment pas la réalité. La société neuchâteloise, la société suisse n'a pas qu'une seule caractéristique, il y en a plein de définitions différentes, et puis lorsqu'on utilise l'intégration dans les politiques publiques, le domaine dans lequel je travaille, on a tendance à fixer des critères ou des conditions pour considérer que l'intégration est réussie et que c'est donc un processus, comme vous venez de le dire. Alors que si on respectait les droits humains, si on cherchait l'inclusion, la cohésion, quel est le nom du service que je dirige, ou le vivre ensemble, alors on devrait être considéré comme intégré dès le premier jour, puisque chaque humain vaut pour son propre individu et on ne devrait pas attendre de quelqu'un qui vient d'arriver un effort ou un processus avant d'être considéré comme quoi? Comme membre de la collectivité, on devrait l'être tout de suite. Donc l'intégration, c'est un faux ami. On est bien obligé d'en parler parce que c'est bien le sujet légal de la Constitution et des lois sur les étrangers et l'intégration. Mais c'est un terme piégeux. Il ne veut pas dire la même chose dans les esprits de chacun. D'où le choix du canton de Neuchâtel de parler justement d'un service de cohésion. C'est ça. Alors, on utilise bien, nous qui travaillons sur ce sujet, le terme d'intégration, parce qu'il y a bien, lorsque nous cherchons à donner des cours de français, des cours de citoyenneté, de l'appui à la recherche d'emploi, c'est bien de l'intégration. On cherche bien à permettre aux personnes de vivre ce processus. En revanche, si on cherche à nommer la politique publique, le canton de Neuchâtel a décidé il y a 30 ans, puis c'est toujours vrai. Et puis c'est quelque chose que nous protégeons, que moi je protège, de nommer le service qui est en charge de ça, de cette politique publique, le service de la cohésion multiculturelle. Alors c'est un terme plus long, plus difficile à comprendre, mais ça indique que si on est 180 000 sur le territoire, qui fabrique notre État-nation à notre échelle, la cohésion multiculturelle, c'est un effort de chacun tout de suite, et pas un travail que les personnes nouvelles doivent faire pour rejoindre
des personnes existantes dans la collectivité. Puis c'est amusant parce que ce nom, je pense qu'il a toujours du sens. Puis le débat d'aujourd'hui, il me semble, le démontre, de dire qu'on cherche la cohésion. Mais il y a bien des démarches d'intégration. Un des phares dans la nuit qu'on a en Europe, maintenant que le temps politique se gâte dans les pays qui nous entourent, puis en Suisse aussi, c'est vraiment le Conseil de l'Europe qui a sanctifié ces politiques de protection des droits humains depuis le milieu du XXe siècle, et puis avec 47 pays membres. Et dans les discussions au Conseil de l'Europe, auxquelles nous, le canton de Neuchâtel, on participe, parce qu'on pense que ça fait partie de la grande discussion, pas mal de mes collègues qui travaillent sur les mêmes sujets que nous dans d'autres villes du monde, parce que le Conseil de l'Europe, c'est pas seulement l'Europe, contrairement à ce qu'indique son nom, sont en train de se dire, mais on devrait arrêter de parler d'intégration, on devrait parler d'inclusion. C'est bien, c'est un autre faux ami, enfin, il y a une autre question sémantique là autour. Puis en fait, de nombreuses villes disent, mais en fait, on devrait même aller plus loin. On devrait, dans une utopie, parler plutôt de cohésion multiculturelle. Alors, c'est intéressant qu'en 2025, au Conseil de l'Europe, on se dit, bah, tiens, le nom qui est le bon, c'est peut-être celui qui a été choisi par des personnes inspirées. Et j'y suis pour rien, hein, j'ai aucun mérite, moi je suis là que depuis 2 ans, mais par les personnes inspirées qui ont créé ce dispositif légal dans le canton de Neuchâtel il y a 30 ans, c'était peut-être déjà le bon angle. Karine? Bah, moi, je rejoins ce qui a été dit, juste maintenant. Je pense que c'est effectivement un processus d'adaptation quand même d'une personne qui arrive dans un nouvel environnement. Mais c'est ce que Grégory a dit, c'est aussi à cet environnement de s'adapter à la personne. Donc on est dans un processus qui va dans les 2 sens. Je préfère aussi le mot de cohésion que d'intégration, ou d'inclusion. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi une démarche subjective. C'est-à-dire moi, en tant que personne qui arrive dans un nouvel environnement, est-ce que je me sens incluse? Donc il y a la partie peut-être objective où on peut dire: «Elle maîtrise plus ou moins la langue, elle a trouvé du travail, elle se forme». Ça, on peut l'objectiver. Mais moi, ce qui me semble important, c'est de questionner les personnes elles-mêmes. Est-ce qu'elles-mêmes se sentent finalement bien dans l'environnement dans lequel elles viennent d'arriver? Et si elles se sentent bien, pour moi, on est et la société et la personne, à chacun fait le pas pour que la personne se sente bien là où elle est. Donc, j'ai rebondi un petit peu sur ce que tu viens de dire, parce que ma deuxième question était justement, quelles sont les conditions principales pour que l'intégration soit réussie? Donc, justement, tu viens de dire peut-être une fois que la personne se sent, incluse, de manière subjective, cela pourrait être déjà un indice, par exemple, pour, une Oui. intégration réussie ou, cohésion réussie? Alors le sentiment subjectif et encore une fois, les aspects plus objectifs, après, ben, peut-être vous pourrez aussi rebondir là-dessus, mais la maîtrise de la langue, pouvoir avoir effectivement trouvé un travail. Moi, je travaille dans l'insertion professionnelle, donc je vois que l'emploi, l'accès à un emploi durable est un bon moyen de s'intégrer. Pas seulement dans le fait de devenir autonome financièrement, mais dans le fait d'être en contact avec la communauté, enfin les gens d'ici, entre guillemets, quoi. Bien que les gens d'ici, dans certains domaines, c'est plutôt des gens d'ailleurs qui sont ici depuis quelques années. Voilà, mais l'élément objectif et l'élément subjectif. Merci. Et justement pour vous alors, une intégration réussie ou, une cohésion réussie des 2 côtés, quels sont les éléments importants? Alors, légalement, parce que c'est quand même mon travail, il y a des éléments objectifs. La Suisse, depuis les années 90 ou 80 peut-être, a fixé dans plusieurs lois des critères ou des conditions d'intégration réussie. Ça n'existait pas avant, où on dit, mais en fait, il faut cocher cette case-là, celle-là et celle-là. Puis quand toutes les cases sont vertes, alors on est intégré. Donc, pour répondre à votre question, on est obligé de parler de ça. Donc, pour les bases légales, ou ce que le peuple suisse a choisi comme étant une intégration réussie, c'est ça qui fait quand il sanctionne une loi. Mais il y a des critères à cocher, pas de poursuite pénale, pas de poursuite économique, des impôts payés, une langue nationale parlée à un niveau même défini, c'est pas juste parler selon, enfin voilà, faut atteindre un niveau, une intégration sociale raisonnable, enfin voilà, il y a une liste de critères qui sont dans plusieurs lois, notamment celle pour acquérir un permis de séjour et puis celle pour acquérir la nationalité. Donc la première réponse est forcément celle-là. L'intégration réussie au sens de la loi, elle est définie par des lois, puis même par une jurisprudence du tribunal fédéral. Enfin, c'est tout le système de l'état de droit, en fait. On a même, quand on hésite pour une personne à savoir si on peut dire intégration réussie ou non, il faut qu'on aille voir tous les milliers de cas qu'a jugé le tribunal fédéral pour savoir si oui ou non. Donc, c'est vraiment très précis. Et puis après, il y a la question, on n'est pas obligé de se référer aux lois pour toutes les politiques publiques. On peut aussi parler de ce que nous cherchons à faire pour le bien de la collectivité. Et pas lorsqu'on examine si oui ou non, mais dans ce qu'on cherche à faire. Et alors là, moi, je rejoins la définition de Karine qui disait être bien. Il me semble que ce que nous, on essaye de mettre dans nos mots quand on assiste
le gouvernement pour monter des politiques publiques, c'est utiliser le mot sérénité en disant que lorsque les personnes se sentent sereines dans leur lieu de vie, quelle que soit la langue qu'elles parlent, si elles ne parlent pas encore français ou qu'elles ne le parlent pas du tout, enfin, si elles sont sereines, alors on pourrait considérer que c'est réussi. Mais c'est encore un piège de plus, donc on peut tirer la pelote comme ça parce que est-ce qu'on est obligé d'être serein? Des personnes sont intégrées et n'ont plus d'efforts à faire pour l'être davantage. Pour autant, la vie qu'elles vivent en privé avec leur famille, avec la situation dans leur pays d'origine ou dans un autre pays où quelqu'un de leur famille vient, ne leur permet pas d'être sereine. Donc quelque chose autour de la sérénité et de l'autonomie me semble être ce qu'on cherche à garantir aux citoyens neuchâtelois, tous dans le fond, qu'ils soient d'où qu'ils viennent et quel que soit leur âge ou leur pouvoir socio-économique ou pareil pour les personnes venant d'ailleurs. Sérénité, autonomie, ça ce serait pour ce qu'on cherche à faire. Et puis les critères, parce que si on veut permettre aux personnes qui viennent d'ailleurs d'accéder à un permis de séjour, à la tranquillité, il faut aussi leur permettre d'accéder à l'emploi, à ne pas avoir de poursuites pénales et donc comprendre ce qui est interdit et ce qui est obligatoire. Et puis l'accès à la langue et à l'emploi. Ce que je trouve très intéressant de ce que vous venez de dire est justement que les 2 choses, ne vont pas forcément ensemble. Donc c'est, toujours un travail un peu d'équilibre entre des critères, légaux qui sont très stricts. Vous parliez de la jurisprudence du TAF auparavant. C'est une jurisprudence plutôt stricte quand on considère, l'intégration en Suisse, l'intégration réussie. Qu'est-ce qu'on considère comme intégration réussie? D'un côté et de l'autre côté, il y a toute la partie, privée qui ne va pas forcément avec. Donc, je pense que c'est un travail très complexe pour les institutions publiques, pour les conseillères, les conseillers qui travaillent dans les domaines et pour les personnes issues du domaine de l'asile, pour essayer d'arriver à trouver leur place, comme Tamana le disait tout au début, qui est vraiment un peu la synthèse d'avoir une sérénité et avoir une structure, une place dans la société d'accueil. Tamana, pour toi, une intégration réussie, ce serait quoi? Si on parle de la intégration réussie, ça signifie pas que les réfugiés doivent mettre tout ça, tous les passés, pour puissent intégrer dans un nouvel environnement. Personnellement, je pense qu'il faut toujours avoir un équilibre entre les deux. Quelles étaient les valeurs? Quelles sont les valeurs pour moi qu'il faut que je garde pour moi et pour mes enfants? Et quels sont les éléments qu'il faut que je respecte, il faut que je accepte dans le nouvel environnement que je suis arrivée, que j'ai choisi ou j'étais obligée de choisir, il faut accepter et respecter. Ça, c'est le plus important, que ça vient pas d'un côté de réfugiés ou d'un côté des habitants locaux ou de la société. Je pense que c'est plus deux côtés. Les réfugiés doivent montrer la motivation pour réussir le nouvel environnement, pour réussir sa place, pour avoir une place. Dans un autre côté, les habitants locaux ou la société, l'État doivent montrer une ouverture. Pour ça, on t'a accepté. Même si c'est pas possible dans un jour, un mois, une année, mais petit à petit, tu vas trouver sa place. Tu vas trouver ta place dans le nouvel environnement que tu es venu. Comme ça, je pense, montrer une motivation par deux côtés, ça aide beaucoup. Et la deuxième chose, je pense, c'est toujours l'acceptation. Il y en a toujours la différence entre les humains, entre les cultures, entre la société qu'on est grandi. Et parfois, il y a des malentendus. Il y a des choses qu'en Afghanistan, par exemple, c'est un tabou. En Suisse, c'est une fierté. Il y a des choses en Afghanistan, c'est un respect. C'est une manière de respect. En Suisse, c'est un manque de respect. Ce que j'ai vécu dans 3 ans et demi en Suisse. Et ça, c'est pour les gens qui ne savent pas. Déjà, c'est un manque d'information. Il faut donner l'information pour la société et pour deux côtés. Des choses qui pour toi est tabou, ici, c'est une fierté. En Suisse, il y a des choses qui sont un tabou. En Afghanistan, c'était une fierté. Comme ça, les deux côtés, déjà avoir une information. La condition est comme ça,
on a moins de problèmes. J'ai un exemple pour ça. J'ai un ami afghan qui est arrivé il y a 6 mois en Suisse. Elle avait un psychologue et elle a un assistant social. Mais tellement elle m'a dit, j'ai un problème avec les dos. Une fois, elle m'a forcé d'aller avec lui. Chez assistant social, c'est quoi le problème? L'assistant social me dit qu'elle ne regarde pas à moi parce qu'elle déteste les femmes. Elle ne me regarde pas. Je l'ai dit, madame, en Afghanistan, c'est la culture. Si on respecte quelqu'un, on ne regarde pas aux yeux. Ça, c'est un respect, c'est une manière de respecter quelqu'un. Nos parents sont fiers à les enfants qui ne regardent pas à leurs yeux. Ça, c'est une condition de respecter quelqu'un. Mais en Suisse, c'est un manque de respect. Je dis, c'est ça la différence, que vous n'avez pas l'information et lui aussi. Il voulait vous respecter et vous avez cette idée que c'est un manque de respect qu'il ne me regarde pas. C'est ça. Donner l'information pour les migrants, pour les réfugiés, en même temps donner l'information de la différence culturelle pour les sociétés, pour les habitants locaux. C'est vraiment important, je pense. Et la deuxième chose, pour mieux intégrer dans un environnement, il faut commencer de langue, apprendre la langue. La langue, c'est la clé de tout. Si on parle la langue, on va avoir la confiance d'être près de la société, de proches de gens qu'on habite avec eux maintenant. La deuxième condition, c'est tellement, il faut montrer en motivation que je suis là, je vous accepte et je vous respecte. En même temps que je vais garder mes valeurs personnelles que j'avais dans mon pays d'origine. Et c'est tellement avoir un espoir que je vais réussir, même si c'est pas possible de réussir tout de suite, mais avec la motivation, avec essayer, avec tester la nouvelle chose, je pense que ça devient plus facile. Merci, Tamara. Je pense que ça, oui, aide un peu à concrétiser ce qu'on disait avant quand on parlait de sérénité, la sérénité d'être à la bonne place, de pouvoir garder ses valeurs et en même temps accueillir les valeurs de notre société d'accueil. Je pense que c'est ça la sérénité, de savoir qu'on est bien où on est, qu'on est accepté avec nos valeurs. Merci aussi pour l'exemple que tu nous as donné, c'était très intéressant. Je me demande, Karine, est-ce que tu as une petite anecdote personnelle qui peut représenter cette question, ce parcours d'intégration dont on parlait? J'ai une petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard que mardi, où j'ai fait le point avec un jeune Afghan qui fait un apprentissage dans le domaine du bâtiment. Et puis, dans sa tête, il travaille beaucoup et il prenait pas de pause à midi. Et puis le patron s'est rendu compte que son apprenti prenait pas de pause. Alors dans la tête du jeune Afghan, c'était montrer sa motivation, c'était travailler du maximum qu'il pouvait, avancer les chantiers. Et puis le patron lui a dit, mais en fait, prendre une pause, c'est dans la loi. Moi, en tant que patron, tu dois prendre une pause. Alors déjà, c'est dans la loi, mais en plus, en termes de fatigabilité, en plus, il fait hyper chaud ces temps, cette chaleur, tu prends une pause. Donc, il y avait une motivation du jeune qui voulait montrer qu'il voulait bien faire. Et en fait, un cadre qui dit, mais non, ça, tu peux pas, quoi. Donc, on est dans deux choses différentes, avec de chaque côté de la bienveillance, hein, enfin, une volonté positive, mais qui signifie pas du tout la même chose. Donc le patron a dû recadrer le jeune en disant, mais maintenant tu fais des pauses. Et est-ce que tu as eu l'impression que le dialogue s'est bien passé entre les deux parties? C'est exactement ce que vous disiez, Tamana. Il faut expliciter. Il faut dire, il est où le problème? Parce que ça devenait un enjeu de conflit entre les deux. Mais à partir du moment où on a pu poser le souci, chacun a compris et c'était OK. Mais il faut expliciter, il faut parler, il faut mettre des mots sur les malentendus. Et ça, c'est avec de la bienveillance, bien sûr. C'est pas l'idée de se fâcher. C'est l'idée de voir qu'il y a une difficulté. Elle vient d'où? Là, en l'occurrence, elle était culturelle. Et après, c'était OK. Mais il faut prendre le temps.
Donc une petite anecdote qui est arrivée mardi. Très bien, merci. Est-ce que vous avez aussi peut-être une anecdote à partager avec nous? Lorsqu'on a développé une action publique qui tâche d'être sensible à ce que vous venez toutes les deux d'évoquer, et c'est bien d'en être conscient, c'est encore autre chose de mettre en action ça, et c'est ce que je crois que le CSP a participé à créer ça il y a 5 ans ou 6 ans. À Neuchâtel, on a créé des structures qui s'appellent Espace. C'est un lieu d'apprentissage, d'acquisition des connaissances pour les personnes migrantes au sens large, dont notamment toutes les personnes réfugiées qui sont confiées à la protection du canton de Neuchâtel. Ces 2 écoles, il y a plein de décisions ont été prises en même temps au moment de créer ces structures, qui sont toutes assez remarquables. Là encore, je le dis sans orgueil puisque je suis arrivé alors que ça existait déjà, mais désormais je suis en charge de protéger ces structures. Elles sont en plein cœur de la cité, pas perdues, dans la campagne. Enfin, c'est pas que la campagne est perdue, mais enfin, en plein cœur de la cité. Elles rassemblent le travail officiel de l'État, mais aussi les travaux des bénévoles, des associations. C'est aussi des lieux de vie dans lesquels les personnes peuvent simplement rester, manger, boire, échanger, utiliser leur téléphone portable. Enfin, c'est des lieux de vie au cœur de la cité universitaire à Neuchâtel, et puis à la Ronde, à la Chaux-de-Fonds, donc vraiment en plein cœur de la ville. Et parmi les personnes qui travaillent là, certaines qui travaillent dans mon service, on a veillé depuis plusieurs dizaines d'années à ce que parmi les employés, il y ait des personnes qui ont été réfugiées. Et qui sont devenus fonctionnaires de l'État ou engagés comme enseignants. Dans Espace, il y a notamment un cours qui s'appelle Vivre en Suisse et à Neuchâtel, qui est donné par des personnes devenues fonctionnaires, qui sont là depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, en bilingue français tigrinien, français arabe, français farsi. Il doit y en avoir encore un ou deux, je ne les ai pas tous en tête. Puis des enseignants qui arrivent à parler de cette inclusion interculturelle, où c'est des marques de respect qui sont considérées comme des marques d'irrespect. Et pour rejoindre ce que disait Karine sur la question du temps, qui sont capables de traiter ça avec les apprenants, donc les personnes qui passent plusieurs années à Espace ou de nombreux mois, sur le long terme. Parce que pour une partie des jeunes, des personnes d'ailleurs, lorsqu'elles arrivent, il y a beaucoup d'injonctions en même temps, hein. Donc il faut loger là, il faut s'occuper des poubelles comme ça, il faut aller voir votre assistant social à cette adresse, mais vous n'avez pas d'abonnement de transport, donc il faut vous débrouiller. Et puis montrer votre téléphone portable, on va vous montrer, mais le téléphone portable il est en farci, donc comment on montre l'adresse? Il y a beaucoup de défis. Donc si en plus on leur dit, ah puis alors attention, il faut regarder dans les yeux. Et puis tu parlais du temps, Karine, il y a cette idée que c'est multiples consignes ou facilitation pour s'intégrer ou pour exister dans la collectivité, trouver sa place, mais il faut aussi qu'elle soit installée sur le temps long. Et parce qu'on a aussi une prestation qui s'appelle publique, qui s'appelle la primo-information. Puis celle-là, alors elle marche très très bien avec une partie de la population, hein, des personnes qui sont peut-être qui vivaient dans une société dont les codes étaient plus proches de la société neuchâteloise majoritaire actuelle, pour essayer d'utiliser tous les bons mots pour rester inclusif. La primo-information, c'est une séance pendant 1 heure. Tac, tac, donc voilà, ça, les impôts, c'est comme ça, les poubelles, c'est comme ça. Enfin, je prends les poubelles pour grossir le trait. Ça fonctionne super bien. Les gens sont très heureux par-delà en disant, mais j'aurais aimé être accueilli comme ça ailleurs. C'est une séance d'accueil. C'est ça. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement encouragée. Et puis, c'est chez nous que ça se déroule, donc dans un service dont la mission est la cohabitation harmonieuse et la cohésion sociale et la bienveillance. Et donc, on peut la faire dans toutes les langues, on peut en faire plusieurs de suite, enfin, voilà. Mais c'est toujours le moment de l'arrivée. Or, on a l'impression qu'au moment de l'arrivée, les personnes, elles ont besoin d'un toit, d'une sécurité, d'une connexion 4G, mais je dis ça sans moquerie, d'une connexion 4G quand on a vécu l'exil, ouais, c'est pas du tout anecdotique, de manger, de boire et puis de savoir où sont nos amis qu'on a quittés la dernière fois qu'on les a vus, dans un centre ou ailleurs, et pas forcément les sacs poubelles et l'adresse de l'assistance sociale. Donc voilà, je crois qu'il y a ça. Et puis pour moi, les anecdotes, je crois que j'en ai vécu aussi. Puis c'est aussi ça qui me permet d'essayer d'avoir un discours un peu juste aujourd'hui. Donc j'ai un fils d'accueil qui vit dans ma famille depuis 2016, donc depuis 9 ans, qui est un jeune Afghan, mais qui a grandi en Iran, qui est ce qu'on appelle dans la catégorie des mineurs non accompagnés, donc qui est un enfant arrivé seul à pied, hein. C'est comme ça que j'essaie de résumer. Parce que quand on dit mineur non accompagné, on a l'impression que c'est une colonne de tableau Excel comme ça. C'est donc bien un enfant qui est arrivé seul à pied depuis Téhéran et dont nous sommes une famille d'accueil. Et donc j'ai été le papa ou le deuxième papa de ce garçon pendant. C'est toujours le cas, mais ça a surtout été le cas pendant les premières années où il parlait pas du tout français. Et puis, donc des anecdotes proches de celles que vous racontez, j'en ai
dizaines, en tout cas si ce n'est pas des centaines. Et puis mais, alors je pourrais vous en raconter plein, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais malgré ces 9 ans d'expérience, la façon dont vous racontez la question du regard, eh ben, j'avais pas compris. J'ai donc évidemment passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures avec lui. Et j'ai essayé de pas forcément aller décoder ce qui étaient ses gestes, son langage non verbal ou ses habitudes culturelles, mais plutôt de n'en juger aucune et de considérer qu'elles étaient toutes légitimes. Et donc ça m'a probablement évité de commettre des jugements faux. Mais j'ai découvert beaucoup de différences culturelles, de différences de façon de s'exprimer. Malgré ça, malgré les nombreuses heures, pendant de nombreuses années que j'ai passées, parfois seul, parfois en famille avec lui, l'anecdote que vous venez de raconter sur la question du regard dans les yeux, qui est spécifiquement une marque de respect, de ne pas créer le contact visuel avec une personne envers laquelle on veut manifester un respect ou une déférence, bah, c'est pas quelque chose que j'avais attrapé comme une différence entre lui et moi. Donc je vois bien maintenant que vous l'expliquez, il y a aucun doute. Et c'était pour dire qu'il y a donc encore, enfin, on n'a jamais fini d'apprendre les différences entre les habitudes entre les humains. Donc il y a encore du travail. Mais si l'approche c'est celle de ne pas juger la façon dont quelqu'un d'autre se comporte, choisit son attitude ou interagit, alors on commet probablement moins d'erreurs qu'en se disant pourquoi un clin d'œil ou pourquoi pas un contact visuel. Parce qu'en termes de soutenir les personnes dans leur recherche de travail, pour nous, ces choses-là sont fondamentales. C'est-à-dire que si on accueille chez nous, je prends un homme afghan, vu qu'on est dans cette thématique, qui veut, par exemple, qui vient en entretien avec nous et qui veut pas nous serrer la main, alors moi, ça va me poser aucun problème. Mais si il va dans une entreprise se présenter pour du travail et qui se retrouve en face d'une personne en charge du recrutement, qui est une femme, et il lui serre pas la main à elle, le travail lui passe sous le nez. Donc c'est ce travail délicat de dire: «Avec moi, c'est OK, ici, il y a pas de problème dans le cadre de mon bureau si tu me serres pas la main, si tu me regardes pas dans les yeux. Mais par contre, en entreprise, ça va être plus problématique et dans ta recherche de travail, dans ton insertion professionnelle, ça peut te faire louper du travail». Et après, bah, qu'est-ce que la personne... Moi, je peux comprendre que c'est extrêmement violent de demander à un homme ou une femme afghane de regarder quelqu'un dans les yeux pour décrocher du travail. Je l'entends tout à fait. En même temps, c'est mon boulot de faire en sorte, en tout cas, que ça vienne à la conscience des gens. Donc, justement, tu considères comme ton boulot ou partie de ton boulot aussi de transmettre ces informations à la personne de manière bienveillante, justement, manière comme on le disait, bienveillante, oui, ouais. mais claire, pour faire en Oui. sorte que... Bah, qu'elle se retrouve pas en face de situation en échec, exactement, quoi. Ou, bah, typiquement pour des femmes qui portent le voile, autre exemple, alors ultra, typique, mais de leur faire prendre conscience qu'ici, dans certains milieux professionnels, un voile, ça se porte pas. Alors que si elles souhaitent aller dans ce milieu-là, ben, soit elles sont d'accord de pas porter de voile, soit il faut chercher un autre milieu professionnel. Voilà. Pour pas que la personne se sente, mise en échec de chercher, de chercher, de chercher dans un domaine où on va pas l'apprendre à cause du voile. Donc ces choses-là tabous, nous, on est obligés de les prendre avec, de les travailler, de les déconstruire et puis de construire autrement. En tout cas, de les rendre conscients, je dirais. Voilà. Et pour vous aussi, je pense que c'est un défi toujours d'être, de quelque sorte, vigilante et de bien savoir décerner quels pourraient être les points faibles pour une demande d'emploi, par exemple, la question du regard, la question de l'amant, la question du voile. Pour vous aussi, ça devrait être un défi important à chaque fois de trouver la bonne manière de transmettre ces informations, j'imagine. On les connaît bien, les personnes qu'on accompagne. Donc, au fur et à mesure des rendez-vous, on voit quand même qu'est-ce qui pourrait poser problème. Et après, ben, c'est un peu en se confrontant parfois quand même à des situations difficiles, hein, où les gens vont faire les démarches. Nous, on n'est pas des parents, donc on n'est pas à côté de chaque personne quand elles font leurs démarches. Donc, parfois, elles font des démarches, puis elles reviennent avec nous en entretien en nous disant: «Bah, écoutez, madame Takela, voilà ce que j'ai reçu en face. Puis moi, je leur dis: «Bah, si vous étiez venus, si on avait pu en parler avant, je pense que j'aurais pu vous dire que ça joue pas, quoi». Après, il faut aller des fois, bah, malheureusement, se confronter à la violence quand même de notre société, la société d'accueil Violente. qui peut être violente, quoi. Justement, alors voilà, j'avais déjà
autre question à vous poser. Quels sont pour vous les défis? Donc, vous parliez justement d'une société parfois violente, dans le sens peut-être pas très accueillante, pas très bienveillante. Est-ce que vous voulez peut-être approfondir un petit peu ces sujets-là? Je rejoins un peu ce que Grégory disait avant. On est dans une société, en tout cas, la façon dont les gens sont accueillis, c'est très vite procédurier. C'est très vite, tu dois savoir où sont les poubelles, tu dois connaître les impôts, tu dois savoir où habite ton assistante sociale. Alors que c'est des gens qui arrivent avec une multitude de traumatismes. Et il y a peut-être d'autres choses à régler avant de savoir où tu mets tes poubelles. Alors là, je rejoins tout à fait Grégory. Et ça peut peut-être aussi crisper les gens. Donc, il y a une forme de violence dans le sens des attentes qui sont décalées ouais, alors des 2 côtés effectivement, mais des attentes qui sont décalées par rapport à où en est la personne quand elle arrive. Et je pense qu'il faut là, alors de nouveau, laisser du temps au temps. Donc je pense que la violence administrative, elle existe quand même. Ça, c'est la première chose et la violence de l'exigence d'insertion. Je pense qu'on demande aux gens de s'insérer plus rapidement que ce qu'ils sont psychiquement capables de le faire. Alors certains peuvent le faire très rapidement, mais je pense que d'autres, il faut leur laisser du temps. On peut pas dire, voilà, dans 2 ans, tu dois avoir fait ça, dans 4 ans, tu dois avoir fait ça, puis dans 10 ans, tu es autonome. Certaines personnes, ça joue, d'autres, ça joue pas. Et il faut pouvoir leur laisser ce temps-là. Donc il y a une violence administrative, il y a une violence à l'insertion, à l'objectif d'insertion qui est pas toujours réaliste, en tout cas pas réaliste dans des temps comme nous on l'entend, quoi. Parce qu'on considère aussi que plusieurs des personnes qui arrivent ont justement des traumatismes qu'il faut surmonter avant de pouvoir vraiment bien commencer un processus d'intégration. Tu en parlais tout à l'heure et je trouve très très intéressant parce que moi j'ai des jeunes Afghans qui sont arrivés ici, qui cherchent à s'insérer, qui sont ici physiquement, mais ils ont la tête en Afghanistan. Ils ont la tête vers leur maman, vers leurs filles qui sont maltraitées au pays et ils n'arrivent pas à être psychiquement ici. Et on va leur dire, mais tu dois apprendre le français, tu dois te former, tu dois trouver du travail. Et ils sont pas capables parce qu'ils sont ailleurs. Et ça, je trouve très violent. C'est très violent. Ça ça vient de manque de comprendre quelqu'un. Comme vous dites, je suis tout à fait d'accord. Dès qu'on arrive en Suisse, moi, par exemple, je suis venue avec un avion militaire. Immédiatement, c'était un état très particulier. Je suis venue tout de suite, dans 24 heures, sans problème, dans un avion militaire. Mais tout le monde n'a pas la chance de venir comme ça. Ils passent plusieurs pays en marchant. Parfois, ils perdent le membre de leur famille pour arriver en Europe. Déjà, ils ont mis tous les passés dans leur pays d'origine. Les études qu'ils font, la maison, les proches, ils perdent beaucoup de choses. Dès qu'ils arrivent, ils sont déjà très, très fatigués. Pour tous, ils sont fâchés contre tout le monde. Dans le premier jour qu'ils arrivent là, ils imaginent que je vais dans un pays sourd, que je vais avoir la liberté, je peux avoir le foulard, je peux penser comme il faut, je peux dire, je peux parler avec tout le monde comme il faut. On a une autre idée pour arriver. Mais on face à autre chose parfois. Par exemple, si oui, c'est un pays libre, normalement, il faut avoir la liberté qui est déjà dans la loi. Si une personne peut être libre, mais le foulard pour une femme musulmane, c'est comme un vêtement militaire pour quelqu'un qui est policier, par exemple, qui est militaire. C'était comme un uniforme pour un infirmier, pour un médecin. Et ça change rien. Si je porte ça, si je porte pas ça, je suis la même personne. Mais c'est un valeur pour moi que je l'ai mis pendant toute la vie. Laisser ça c'est un jet de la société afghane. Parce que pour nous, c'est une valeur. Pour un Suisse, c'est très facile de dire laisse tomber. Pour moi, c'est une valeur. Si je la laisse, la société afghane m'ajette. Il y a tellement la préjugé dans la société afghane contre moi. Elle a perdu sa valeur, elle a perdu sa culture. Il ne faut pas marier avec, il ne faut pas avoir une relation avec. Et tout ce petite chose pour le Suisse, c'est très facile à dire. Mais pour nous, c'est vraiment difficile à faire. Parce qu'on est forcé par 2 côtés. Par notre culture, par notre religion, par notre valeur. Dans notre côté, en même temps que, comme je dis avant, en même temps qu'on est obligé d'intégrer en Suisse, on est obligé de garder notre valeur aussi. Et c'est très important pour nous.
Mais dans ces conditions de travail que je vois en Suisse, avec 2 langues officielles parfois dans quelque part, pour trouver le travail, il faut apprendre 2 langues, français et allemand. Pour nous, c'est la langue maternelle. On a déjà appris anglais, qui n'est pas notre langue maternelle. Et encore, apprendre la nouvelle langue, qui on n'est pas la même racine. On parle farsi, on écrit de droite à gauche pour changer la côté d'écrit, pour changer l'alphabet. Ça, c'est déjà beaucoup. Et il y a tellement de soucis qu'on a en tête de la famille qu'on a en Afghanistan. Pas seulement en Afghanistan. Notre famille, par exemple, on était 17 personnes dans notre grande maison à côté de l'université de Kaboul. J'avais vraiment une vie parfaite. Mais j'ai perdu tout. Et surtout, c'est difficile pour toute la famille, mais pour la première génération, c'est 2 fois plus facile. Pour mes parents, qui sont venus en âge de 65 ans, ma maman qui est analphabétée, qui n'était jamais à l'école, il ne faut pas attendre qu'elle va apprendre le français dans 2 ans. Je suis jeune, je peux apprendre dans 2-3 ans, même si je parle mal, mais c'est quand même, je suis en train d'apprendre. Mais pour ma maman, ce n'est pas le même cas que moi. En âge de 65 ans, elle n'a pas fait l'école en Afghanistan, elle a quitté tout ça. Dans 24 heures, elle était obligée de partir avec 1 kilo de médicaments, pas autre chose. Avec un oxygène, elle avait le Covid aussi dans le moment qu'on est parti. Et c'est très facile à dire. Mais vraiment, ce n'était pas facile pour ma maman et pour nous qu'on est vie avec 4. Notre famille a séparé dans 4 pays, immédiatement, dans 24 heures. Et c'est pas vraiment facile. C'est un trauma pour elle, pour mon père, pour ma mère. Pour les 2, c'est un trauma. Ça m'est arrivé dans le cours de français, que j'étais physiquement dans la classe. Mais vraiment, je n'étais pas dans la classe. Tout le monde m'attendait de passer tout de suite l'examen. Le parcours que j'ai fait en Afghanistan, par exemple, j'ai fait 2 bachelors en Afghanistan. J'ai fait 1 année le stage d'avocat que c'était pas facile de réussir. C'était vraiment difficile. Pour une fille dans la société afghane, c'était pas facile. Mais j'ai réussi. Avec beaucoup de force. Mais dans le premier jour que j'étais dans le cours de français, mon prof m'a dit, il faut répéter après moi A, B, C. C'était vraiment angoissant. J'avais le rêve d'être avocat dans 2-3 mois en Afghanistan. Je la laissais tout, que j'avais réussi en difficulté. Maintenant, il faut que je commence à ABC. Ça, c'est le sentiment intérieur qui seulement moi, je sais qu'est-ce qui se passe avec moi. Les gens qui sont devant moi, ils disent, tu es avec l'aide sociale, chaque mois, ils te donnent l'argent, tu as un appartement, tu es dans un pays sûr. Ça, c'est déjà bien. J'aimerais pas dire que ça, c'est pas ça c'est déjà une bonne chose pour moi dans la vie. Mais ce que ça se passe dans mon cours, personne ne sait pas ça. Pour la famille que j'avais en Afghanistan, qui était en risque, une autre famille au Pakistan, une autre famille au Brésil, et tout ça, c'était seulement moi que je savais le problème. Les autres, ils ont été en train de peut-être préjugement. Pourquoi elle n'a pas appris la langue dans une année? Pourquoi dans 2 ans? Pourquoi dans 3 ans? Mais pour moi, la question, c'était, j'avais 2 bachelors. Pourquoi c'est pas reconnu en Suisse? Ça, c'était ma question. Pourquoi c'est pas ma diplôme et pas reconnu en Suisse? La langue, l'anglais que j'avais déjà appris en Afghanistan, pourquoi je ne peux pas travailler avec l'anglais? C'est une langue internationale. Il faut que je peux trouver le travail avec. Mais je me sentais vraiment pas bien dans le. Et chaque jour que je me suis réveillée le matin, je me suis dit, Tamana, quel est le problème d'aujourd'hui? À quelle heure je dois aller à l'urgence de chauve avec ma maman, avec mon papa? Et ça, c'était à quelle heure je vais recevoir le téléphone de l'Afghanistan? Ma soeur va être où? Avec les enfants, avec son mari? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut avoir l'électricité? Il peut connecter à Wi-Fi pour dire que je vais bien? Ça, c'était le problème que j'avais. Mais dans
Autre côté, mon assistant social attendait que je dois progresser comme les Européens. Forcé. Pourquoi j'ai le foulard? Ça, c'était le problème d'assistant social ou de société qui attendait pour ça. Le deuxième jour, il faut que j'allais, je portais les vêtements comme en Suisse. Il faut pas avoir le foulard. Il faut que je donne. Mais ça prend du temps. Il faut donner du temps pour les gens, pour les Suisses et pour les réfugiés. Pour les deux côtés. Pas seulement pour les réfugiés. Il faut donner l'information. Il faut donner du temps. Et c'est vraiment important. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. J'aimerais juste, en t'écoutant, tu as soulevé plusieurs points, je pense, intéressants aussi du point de vue de la société suisse d'accueil et des structures d'accueil ou des cohésions, justement. Par exemple, la reconnaissance des diplômes, par exemple, l'importance de l'anglais ou de parler une langue nationale, etc., etc. Donc, je donne la parole à nouveau à Monsieur Jacquet pour savoir, du point de vue justement des institutions, qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour encore améliorer et faciliter ces parcours, ces processus? Bon, d'abord, merci pour le partage, c'était très intéressant et instructif. Et je pense qu'il y a évidemment beaucoup à faire, qu'une partie de ce que nous devons faire, c'est considérer les humains qui rejoignent notre territoire comme... Et c'est ce qui figure dans la loi neuchâteloise sur la cohésion, comme en les traitant en recherchant une égale dignité, c'est-à-dire pas en les traitant par nombre ou par feuille de calcul. Un des principes que nous devons veiller à respecter, c'est l'égale dignité des personnes que nous accompagnons, de considérer chaque individu pour ce qu'il est, ce dont il a besoin et qui il était avant d'arriver, plutôt que faire quelque chose qu'on fait souvent faux. C'est une forme d'infantilisation des personnes en considérant qu'on a fixé un rythme et qu'il s'agit de s'y tenir. Karine disait que c'est un peu notre travail d'informer les personnes que c'est des normes culturelles, des habitudes ou des connaissances doivent être transformées pour accéder à l'autonomie et notamment pour obtenir un emploi face à un employeur. Mais c'est quelque chose qui d'abord va pas arriver tout de suite, quelques jours après l'arrivée, de trouver un employeur. Donc si serrer la main doit attendre quelques mois, je pense qu'on peut s'en accommoder sans trop de problème. Et puis, je pense que c'est aussi notre responsabilité de transformer la société, la collectivité neuchâteloise ou suisse, en une collectivité qui comprend mieux ces enjeux d'interculturalité. Et lorsqu'on parle de l'employeur, par exemple, un des plus gros employeurs du canton de Neuchâtel, c'est l'État de Neuchâtel, qui a 5000 fonctionnaires et qui pourrait transformer la façon dont elle gère ça en entreprise publique, dont elle s'adresse à ses cadres et à ses employés, dont les cadres s'adressent pour enseigner l'interculturalité et comprendre, mais de l'enseigner de manière contrainte, pas une sensibilisation, c'est-à-dire donner l'ordre que le foulard, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça ne signifie pas, et quel est l'ordre qu'on vous donne en tant qu'employé public d'attitude à choisir envers le foulard, qui n'est pas seulement une question de bon sens, ça peut être une contrainte. En tant qu'employeur, on peut faire ça. Et je pense que transformer la façon dont les politiciennes et les politiciens, les personnes en position de pouvoir dans les entreprises ou dans les institutions perçoivent ces différences, c'est une de nos missions. Et on fait ça. Et je pense que il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, et on fait face à la réalité d'une société raciste, la réalité d'une société discriminante et pleine de préjugés. La Confédération suisse a reconnu qu'il y avait un racisme systémique et structurel en Suisse dans un rapport, donc c'est pas juste des propos en l'air. Et puis la pression des pays qui nous entourent est forte, et notamment de la première démocratie mondiale qui verse dans une politique ouvertement excluante. Donc il y a de l'adversité, mais on sait éduquer une collectivité puis changer des normes sociales. On l'a fait. Dans les années 70, il n'y avait pas besoin de mettre une ceinture de sécurité dans la voiture. Aujourd'hui, tout le monde la met. On a pu faire un changement. Ça existe, faire des changements. Mais il y a des méthodes, pas. Et la sensibilisation, les flyers et les brochures, c'est pas une méthode. On n'arrive pas et la militarisation et l'autoritarisme non plus, c'est pas une bonne méthode. Mais entre le flyer et l'autoritarisme, il y a des méthodes ouais, c'est ça, de changements sociaux. Et peut-être que si cette orientation neuchâteloise existe depuis les années 90,
Je ne sais pas s'il règne à Neuchâtel une société un peu plus inclusive qu'ailleurs. J'espère et j'ai l'impression que c'est un peu mon job de la protéger, mais il y a ici disons des groupes politiques dont l'exclusion est un programme. Ils ont moins d'élus. Bon, c'est pas- une des seules polices suisses qui n'a reçu aucune recommandation de la Commission européenne pour la prévention de la torture, c'est la police neuchâteloise. Le canton de Neuchâtel est le canton qui a eu le plus grand nombre de ministres des Affaires étrangères, et le secrétaire général du Conseil de l'Europe, dont j'ai dit tout à l'heure qu'à mon avis c'est un des phares dans ce qu'on devrait faire juste dans ce que vous avez évoqué. Bah, il a étudié à l'université de Neuchâtel, il était secrétaire général du département de l'action sociale du canton de Neuchâtel. Donc, j'ai pas besoin de créer une bulle parce que je pense qu'on cherche la justice mondiale, pas la justice neuchâteloise. Mais je crois que c'est aussi une partie de notre job. Il y a des choses qu'on sait désormais, que la science a démontré sur la protection des droits humains, qui réduit les problèmes de santé, les problèmes de sécurité, les problèmes d'économie. C'est utile à la prospérité, c'est utile pour qu'il y ait moins de crimes, c'est utile pour qu'on soit tous en meilleure santé, de faire de l'inclusion, de la protection des droits humains et du vivre ensemble. Et donc, il y a un intérêt pour le porte-monnaie de tout le monde. Et je pense que ça peut exister. J'ai l'utopie que ça peut exister et que c'est une partie du job de l'État. Merci, merci beaucoup. Et pour conclure sur, disons, une note un peu positive, j'aimerais demander, tour de table, qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Par exemple, Karine, toi, qu'est-ce qui te motive à continuer dans ce domaine et dans ton travail? Ben, moi, ce qui me motive, c'est la rencontre de l'autre. Je trouve, Damana, ce que vous disiez tout à l'heure était extrêmement intéressante et c'est exactement ce que j'ai noté. Je pense pour les personnes qui viennent ici, c'est trouver la place. Et puis pour la société d'accueil, c'est laisser la place. Et moi, j'ai l'impression qu'avec mon travail qui vise à l'insertion sur le marché du travail ou dans des formations, je travaille avec les entreprises pour laisser la place aux personnes qui arrivent ici. Donc moi, c'est ma motivation principale, en fait. Merci beaucoup. Tamana, qu'est-ce qui te motive dans ton quotidien? La première chose qui me motive, c'est la lutte des femmes afghanes que je vois en Afghanistan. Il n'a pas le droit de sortir de la maison parfois, mais il écrit nom de talibans dans un feuille. Il montre devant de caméra. Ils disent j'aime pas le taliban. Ça. Je crois que personnellement, j'ai depuis, à cause de ma naissance, et donc c'est dû parfaitement au hasard, bénéficié d'une quantité astronomique de privilèges, probablement même tous à peu près. Euh, et, et j'ai donc la possibilité d'accéder à un travail, même à un travail avec des responsabilités bien payées, dans une position de raisonnable pouvoir. Et que, à cause de ces privilèges que j'ai choisi de ne pas contester, enfin, c'est-à-dire, je ne me suis pas inscrit en rupture et j'en profite, ben, d'en profiter en essayant d'au moins consacrer mes heures de travail à la réduction de l'injustice et à la promotion de la paix. Je voulais remercier tous les participants à cette table ronde. C'était vraiment très enrichissant pour moi de vous écouter. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci pour le travail que vous faites au quotidien. Et j'espère qu'on pourra recroiser nos chemins bientôt. Merci. Merci à vous. Merci Tamala.